Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici pour parler commande publique avec vous et de vous donner quelques clés pour accéder à la commande publique. Donc je suis Cyril Arrange, je suis directeur adjoint du réseau nord-est de l'UGAP, on va dire local de l'étape, présent à Nancy. Ravi d'être ici avec la French Tech East pour parler avec vous de commandes publiques. Riyad Benaïssa, juriste en droit des contrats publics à l'UGAP. Et Pierre Nguyen, moi je suis en charge de l'innovation à l'UGAP et référent French Tech au niveau national. Merci. Alors, nous vous proposons donc une présentation. L'objectif vraiment, c'est que vous ressortiez à l'issue de cette présentation avec des clés pour voilà, adresser les acteurs publics et que vous en sachiez un petit peu plus sur la commande publique et comment est-ce que cela peut s'inscrire dans votre schéma de développement. Alors, je vais faire défiler le support. Alors, ne vous inquiétez pas, on va avoir seulement deux ou trois slides sur les chiffres. On ne va pas vous assommer avec des chiffres, mais l'idée, c'est vraiment de vous donner un cadre général sur ce qu'est la commande publique, ce qu'elle représente en termes de chiffres. Donc, vous avez sur le slide l'évolution de la commande publique de 2012 à 2020. Et donc, ce que l'on peut noter, c'est que en 2020, la commande publique représentait 71 milliards d'euros. Une légère baisse par rapport à l'année 2019, 18% de moins. Voilà, donc ça donne une idée de ce qui est utilisé en termes de données publiques par les collectivités, par l'État, par le secteur hospitalier. Ici, donc, voilà, on rappelle que la commande publique, finalement, c'est ce que je disais juste avant, finalement, donc 71 milliards d'euros et 18%, 18% de baisse par rapport à l'année précédente. Donc, plusieurs raisons, hein. Forcément, la crise sanitaire qui a impacté fortement les projets, hein. Beaucoup de projets ont été reportés. Certains ont été annulés, d'autres reportés sur les années suivantes. Les contextes aussi d'élections qui expliquent parfois cette baisse de la commande publique. On sait que souvent l'année électorale ou post-électorale, on a des variations assez importantes en termes de volume de commandes publiques. Et à noter que on remarque aussi une forte, alors c'est un néologisme, la servicisation de la commande publique. On a beaucoup d'achats de services, hein, c'est 40%, 40% de services qui sont commandés par les acheteurs. Voilà, donc on était sur les chiffres nationaux. Vous avez ici la répartition par grande région, hein. Donc vous voyez que sur la région Grand Est, on est environ à 5 milliards de commandes enregistrées. La baisse constatée au niveau national est un petit peu plus importante d'ailleurs sur la région Grand Est avec 20% de commandes publiques en moins par rapport à 2019. Pardon. Voilà, donc vous avez ici quelques chiffres qui vous donnent une idée de ce que la commande publique représente dans cette région. Après, en termes de titulaires de marché, voilà, la commande publique est adressée à de nombreuses entreprises. On pourrait penser, quand on voit les montants, que ce sont souvent les grandes entreprises qui récupèrent les contrats. En fait, cette slide vous permet de voir qu'en fait, plus de 62% des contrats publics sont octroyés, enfin sont contractualisés avec des PME. 62%, et ça représente à peu près un tiers du montant de la commande publique en 2020. On peut voir que les ETI ont à peu près 20% de ces contrats publics et les grandes entreprises 18%. Voilà, donc tout ça pour dire que la commande publique n'est pas l'apanage des grandes entreprises. Les PME ont toutes leurs chances et c'est bien concrétisé ici par les chiffres que vous avez à l'écran. Voilà, on en arrête là avec les chiffres. Ce que je souhaitais aussi vous présenter, c'est, on parle de commande publique, on parle d'acheteurs publics. La première chose à faire, c'est d'identifier finalement les acheteurs publics. Qui sont-ils? On peut les regrouper en trois grandes typologies. Les acheteurs publics de l'État, les acheteurs publics collectivités territoriales et les acheteurs publics du monde de la santé, des établissements de santé. Ça représente en fait les trois fonctions publiques aujourd'hui, hein, territoriale, hospitalière et État. Donc vous avez, je ne vais pas tous vous les citer, hein, mais l'État c'est forcément voilà, les ministères au niveau national, et puis ensuite vous avez des représentations en région,
de l'État, avec les préfectures, avec le SGAMI par exemple, qui est un service du ministère des Armées, on les verra juste après. Et vous avez aussi tout ce qui est établissement public de l'État. Vous en avez un certain nombre qui sont cités, le FS par exemple, l'établissement français du sang, l'INRAP, les VNF, les CROUS, les universités, voilà, tout ça ce sont des établissements publics de l'État qui sont donc soumis au code de la commande publique et qui, voilà, pour acheter, doivent respecter les grands principes de la commande publique. Sur les collectivités territoriales, donc vous avez les communes, les intercommunalités, donc après qui sont en fonction de leur taille qualifiées de métropole, de communauté d'agglomération, de communauté de communes. Vous avez également tout ce qui est conseils régionaux, conseils départementaux, et puis les offices publics de l'habitat aussi qui sont soumis au code de la commande publique. Sur le secteur hospitalier, on va retrouver tous les centres hospitaliers régionaux, les CHU, les EHPAD, les établissements médico-sociaux. Voilà toutes les typologies d'acteurs publics que vous pouvez rencontrer. On va détailler ici sur les 3 slides qui suivent les acheteurs publics de l'État, des collectivités du secteur hospitalier. Donc sur l'État, ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie des achats de l'État est définie par une structure qui s'appelle la DAE, la Direction des achats de l'État. Elle va dire que sur certaines typologies, certaines familles de produits, c'est le ministère, c'est la DAE qui lance les procédures, donc c'est elle qui va être donneur d'ordre, qui va lancer la procédure, la publier, attribuer les marchés et ensuite pouvoir dispatcher sur le territoire les produits et les services. Cette direction des achats de l'État donc a en propre un certain nombre de marchés, mais elle peut aussi laisser la main à ce qu'on appelle les PFRA, donc ce sont les plateformes régionales des achats. Vous en avez une par région. Donc sur le Grand Est, la PFRA Grand Est est située à Strasbourg, dans les locaux de la préfecture. Et donc cette PFRA lance un certain nombre de marchés sur le périmètre de la région Grand Est. Ils ont ces PFRA en 73 segments, donc ça vous pouvez repérer et aller chercher sur leur site les segments sur lesquels ils lancent leur propre marché. Voilà, donc en fait l'idée c'est de vous dire de ne pas forcément vous épuiser à aller chercher chaque entité localement. Vous avez aujourd'hui des structures qui agrègent les achats et qui portent les achats. Donc ce sont ces entités-là qu'il faut aller voir lorsqu'elles sont en phase de sourcing et lorsque vous voulez leur présenter vos solutions. J'ai également donné 2 autres exemples. Les SGAMI, donc ce sont les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'Intérieur. Donc ça c'est pareil, c'est une structure qui va organiser les achats pour le ministère de l'Intérieur. Elle est basée pour ce qui nous concerne à Metz. Et elle va gérer pareil des volumes d'achat et des secteurs d'achat là pour le coup c'est sur la zone de défense, donc c'est sur Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Donc une fois que lorsque vous avez des marchés avec ces entités, vous pouvez accéder à un territoire sur nos deux régions, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Et puis également le ministère des Armées qui dispose aussi d'une plateforme spécifique qui lance des marchés, ce qu'on appelle des plateformes commissariats. Donc si vous avez des marchés qui peuvent intéresser le ministère des Armées, vous pouvez aussi aller rencontrer à Metz cette plateforme commissariat pour leur présenter vos différentes solutions. Un site à connaître pour les acheteurs publics de l'État, c'est le site Place, PLACE. Vous tapez sur Google Place, Place Marché Public par exemple, et vous aurez un lien sur cette plateforme. Tous les services de l'État publient leur marché sur ce site. Donc voilà, lorsque vous êtes en veille, vous pouvez vous inscrire, vous créez un login et puis vous pouvez vous créer des alertes sur le secteur d'activité sur lequel vous êtes et vous pourrez récupérer des alertes des publications de marché lancées par ces entités. Donc voilà sur l'État, donc voilà, ne vous épuisez pas à aller chercher chaque trésorerie ou chaque commissariat ou voilà, différents services. Vous avez ces entités qui agrègent les achats et ce sont elles qu'il faut aller rencontrer. On a vu l'État
on va dire, déconcentrés. Là, vous avez aussi je vous parlais tout à l'heure des établissements publics de l'État. Je vous parlais donc notamment des universités, des ARS, de VNF, des CROUS. Tout ça, ce sont des entités qui sont soumises au code de la commande publique et qui doivent voilà, publier leur marché, qui doivent faire du sourcing pour répondre à leurs besoins. Toutes ces entités, la présentation vous sera adressée, j'ai mis un petit lien. Il y a à peu près 500 établissements, 500 opérateurs en France. Ils sont définis par la loi de finances, donc tous les ans, cette loi de finances va actualiser la liste de ces opérateurs. Et ces opérateurs sont plus autonomes, on va dire, que les services de l'État que j'évoquais tout à l'heure sur leurs achats. Voilà, c'est un peu moins tracé par la DAE. Les établissements publics sont un petit peu plus libres, donc voilà, vous n'hésitez pas à aller les rencontrer. Ce sont voilà, parfois ils ont des besoins vraiment importants. Quand vous avez des universités qui ont des parcs immobiliers importants, voilà, il y a beaucoup de besoins. Donc ça peut être pour vous une source de commandes assez intéressante. Université, donc oui, Pôle emploi, Météo France, CNRS, INSERM, les CROUS aussi, voilà, tout ça ce sont des établissements qui sont intéressants à aller visiter. Alors lorsque vous rencontrez ces acheteurs publics, pardon, c'est vrai que j'allais dire, il faut savoir leur parler. On va pas parler de la même façon à l'interlocuteur que l'on rencontre en fonction de son métier dans la structure. On peut globalement, là on est sur un secteur des collectivités territoriales. Lorsque vous rencontrez des personnes dans les collectivités territoriales, elles peuvent être soit des prescripteurs, soit des acheteurs ou des élus ou décideurs. Et en fonction du profil que vous avez en face de vous, vous n'allez pas forcément présenter de la même façon votre solution. Le prescripteur, donc c'est la personne, on va dire, qui va utiliser au final le produit ou le service. C'est lui qui définit finalement le besoin, les fonctionnalités attendues. Voilà, lui, lorsque vous allez le rencontrer, vous allez pouvoir vraiment parler technicité, définir concrètement le besoin, le calendrier, l'expérience utilisateur, etc. Donc ça, voilà, faut vraiment être dans la précision assez fine du produit ou du service que vous avez à lui proposer. L'acheteur, lui, donc c'est la personne qui va finalement s'occuper de lancer la procédure et de s'assurer qu'elle est conforme au code de la commande publique et aux réglementations propres de la collectivité. Donc voilà, lui, il va vous parler de son mode de contractualisation, il va vous parler des critères aussi de choix de la procédure, il va vous expliquer comment est-ce que il entend choisir le titulaire le prochain titulaire du marché, et il va falloir également lui parler des différentes en fonction du moment où vous allez le rencontrer, vous ne pourrez pas forcément avoir les mêmes informations, puisque lorsqu'il est en sourcing, ça reste assez libre. Lorsque la procédure est lancée, ça devient un petit peu plus délicat pour un acheteur de vous préciser les choses, parce que s'il vous précise des choses à vous, il va falloir qu'il les précise également aux autres candidats, parce que sinon il y a une rupture d'égalité. Riyad en parlera tout à l'heure. Il y a 3 grands principes dans la commande publique, dont celui de l'égalité de traitement des candidats. Voilà, l'acheteur peut à certains moments être un petit peu coincé par rapport aux informations qu'il peut vous donner. Et puis la troisième personne, donc c'est l'élu ou le décideur dans les directions générales des collectivités. Eux, voilà, ils sont plutôt sur des enjeux un petit peu plus politiques, un petit peu plus locaux, donc il faut valoriser, on va dire, les aspects plutôt politiques publics de vos solutions pour que cela puisse s'inscrire dans leur programme. Les élus aujourd'hui sont souvent sur la notion d'achat local, de relocalisation des choses, développement durable, environnement, voilà, effectivement, innovation, tout ça, ce sont des choses qui sont des choses pour lesquelles les élus sont vraiment sensibles. Le localisme, comme on le dit, l'élu peut être assez, j'allais dire, friand de ce sujet. L'acheteur l'est un petit peu moins parce que c'est toujours compliqué, c'est impossible d'ailleurs de dire dans un marché on veut que la boîte que l'on va retenir soit dans tel périmètre. Sinon, il y a effectivement rupture d'égalité des candidats. Donc voilà, lorsque vous rencontrez les différents interlocuteurs, faites attention à la fonction de cette personne et puis axez votre discours pour essayer de le convaincre en fonction de
de ces enjeux. Donc voilà, sur les collectivités. Et puis donc sur le secteur de la santé, pareil, pour éviter que vous alliez vous épuiser à aller rencontrer chaque EHPAD ou chaque centre hospitalier. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, le secteur de la santé s'est structuré en ce qu'on appelle des groupements hospitaliers de territoire. Il y en a 135 aujourd'hui en France. Et au sein de ces groupements hospitaliers de territoire, vous avez des directions achats qui s'occupent d'acheter pour le périmètre, pour leur groupement. Vous avez des directions achats qui sont créées et mutualisées. Donc c'est tel qu'il faut aller voir. Vous avez en Grand Est, par exemple, 11 groupements hospitaliers de territoire. On est à Nancy aujourd'hui. L'établissement support avec la direction des achats se trouve au CHU de Nancy. Donc si vous avez des solutions à vendre à l'hôpital, c'est cette direction qu'il faut aller rencontrer. Et puis quelques éléments aussi sur les achats hospitaliers. Il y a 3 opérateurs nationaux reconnus comme centrales d'achat. Donc vous avez l'UGAP, vous avez aussi Uniachat et Resa. Donc ce sont des structures qui proposent des solutions pour le monde hospitalier. Donc si vous avez des solutions à proposer au monde de l'hôpital, ayez en tête que ces structures aussi peuvent être intéressantes pour vous. Ce sont des centrales d'achat au même titre que l'UGAP, donc possiblement lorsque vous êtes revenu sur ces centrales, vous avez la commande publique nationale qui peut vous être ouverte. Voilà, donc sur les typologies d'acheteurs publics, sur les quelques clés pour essayer d'aller rencontrer, j'espère que j'ai été assez clair. Je passe la parole à Riyad sur la suite pour on va dire vous expliquer comment est-ce qu'un marché public est construit. Merci Cyril. Donc après avoir vu les acteurs de la commande publique, on va s'intéresser à ce qu'est concrètement le marché public. Le marché public, en tant que tel, ce n'est ni plus ni moins qu'une catégorie de contrats. Donc très vulgairement, c'est le papier que vous allez signer, l'opérateur économique, vous l'entreprise, avec l'acheteur public qui va contractualiser votre engagement sur tel marché. Mais le marché public est également l'émanation d'un tas de procédures, d'un tas de mécanismes. Lorsqu'on remonte au tout début de la chronologie justement du marché public, on a un besoin qui est exprimé par l'acheteur. Un besoin qui est défini avec précision. On va voir que cette étape est ô combien importante pour la bonne réalisation de l'achat public. Une fois ce besoin défini et exprimé, l'acheteur public a en charge de respecter des règles fondamentales et immuables de la commande publique, qui sont au nombre de 3. On les verra un peu plus dans le détail. Vous avez la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement entre les candidats, mais également la transparence des procédures. Ensuite, l'acheteur public aura l'occasion de rencontrer les fournisseurs dans le cadre du sourcing pour connaître l'amont industriel, pour être un peu plus au fait sur la technicité, par exemple, du besoin à satisfaire, sa faisabilité, sa viabilité économique. Et après avoir réalisé toutes ces étapes-là, la procédure de passation pourra être engagée. Très concrètement, l'avis d'appel public à la concurrence pourra être transmis, la publicité sera effectuée, l'acheteur public, durant cette phase de passation, aura l'occasion également de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, l'attributaire pourra avoir le marché, notification s'ensuit et le marché pourra être exécuté au terme des clauses et de ce qu'aura prévu le marché dans le contrat. Donc, l'expression du besoin, étape ô combien importante dans la réalisation du marché public. L'acheteur public, très tôt, devra être au clair auprès des fournisseurs sur ce qu'il attend des propositions, en termes de qualité, en termes de quantité attendue, en termes également de fréquence d'intervention. Si on prend l'exemple d'un marché d'aménagement d'entretien des espaces verts, l'acheteur devra très tôt avoir été clair avec les fournisseurs, les opérateurs économiques sur ce qui est attendu d'eux. Cette étape est indispensable, c'est un préalable à tout achat et il emporte avec lui 2 obligations. Une obligation légale qui est posée par l'article L2111-1 du Code de la commande publique, mais également une obligation opérationnelle. Bien définir son marché public, c'est avoir la garantie d'avoir des offres pertinentes, financièrement cohérentes, raisonnables et au plus proche
de la satisfaction du besoin à satisfaire. Donc, cette obligation légale emporte avec elle une autre conséquence, qui est que l'absence ou l'insuffisance de définition des besoins peut caractériser à elle seule un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Donc l'acheteur public doit être vigilant sur cette étape très importante de l'achat public afin de garantir un achat public juste et efficace. La définition du besoin peut être réalisée de plusieurs manières. Dans un premier temps, l'acheteur public peut référer directement dans le cahier des clauses techniques. Il peut se référer à des spécifications techniques normatives. Donc très concrètement, il va se référer à des normes et il va subordonner la conformité à ces normes à la conformité de l'offre. Donc l'acheteur public pourra prévoir des normes afin de garantir justement la conformité technique de l'offre des opérateurs économiques. Toutefois, l'acheteur public ne pourra pas prévoir des normes, des types, des labels, des marques qui auraient pour conséquence soit d'exclure une catégorie d'entreprises de la mise en concurrence ou bien d'en favoriser d'autres. C'est la raison pour laquelle souvent vous verrez après chaque norme qui est mentionnée dans les cahiers des clauses techniques la mention entre guillemets ou équivalent. Donc cette mention-là a été exigée par le législateur et par le juge administratif afin justement de laisser la possibilité aux opérateurs économiques de produire d'autres normes qui pourraient être équivalentes mais qui justifieraient elles aussi la conformité technique de l'offre de l'opérateur économique. À côté de ça, l'acheteur public peut également se référer directement aux performances et aux exigences fonctionnelles que devra satisfaire l'opérateur économique. On va prendre l'exemple d'un marché de fourniture de vêtements de pompiers. L'acheteur public, au lieu de se référer à telle ou telle norme, pourra très aisément prévoir, par exemple, dans son cahier des clauses techniques particulières, que le tissu devrait résister à tel degré de chaleur ou à telle pression sous l'eau. Donc ce sont vraiment des considérations très fonctionnelles que l'acheteur public va venir préciser sans forcément se référer à des normes. Toutefois, rien n'empêche à un acheteur public de prévoir les deux. Donc se référer à des normes et les expliciter par des exigences fonctionnelles. Également, depuis la loi du 22 août 2021, la loi Climat et Résilience, le législateur a ajouté une contrainte pour l'acheteur public qui est celle de la prise en compte d'objectifs de développement durable pour les acheteurs publics. Donc, cette loi qui se veut être un obstacle contre le dérèglement climatique va imposer à l'acheteur public de nouvelles règles, notamment celle de prévoir dans les critères des choix des offres un critère qui prendra en compte celui du développement durable. C'est bien évidemment à la fin du seul et unique critère pris dans certains appels d'offres, et c'est la prise en compte des caractéristiques environnementales des offres. Une fois la définition du besoin clairement exprimée, l'acheteur public va devoir respecter trois règles qui sont fondamentales dans les marchés publics, qui sont les suivantes. La liberté d'accès à la commande publique. Donc, ce principe-là emporte avec lui plusieurs conséquences, notamment le fait pour vous, opérateurs économiques, pour les entreprises, de pouvoir avoir accès librement aux appels d'offres. Donc, les plateformes de marché public qu'on verra précédemment et que Cyril vous a expliqué, notamment avec celle de la plateforme des achats de l'État, vous devez avoir librement accès à ces plateformes-là de manière tout à fait gratuite et ça contribue au respect de cette liberté d'accès à la commande publique. Vous avez le deuxième principe de l'égalité de traitement entre les candidats qui veut que chaque candidat soit traité de manière égalitaire, indépendamment de son implantation géographique,
ou de sa nationalité. Donc pas de critères discriminatoires dans les marchés publics. Ça implique aussi le fait que l'acheteur public ne peut orienter son cahier des charges pour favoriser une catégorie d'entreprises ou pour en discriminer d'autres. Ça implique aussi d'autres conséquences très pratiques. Lorsqu'un opérateur économique, lorsque vous, entreprise, posez une question en phase de passation euh, à l'acheteur public, une question complémentaire, l'acheteur public se doit de vous apporter la réponse non pas qu'à vous, mais à l'ensemble des candidats. Donc la réponse devra être apportée à l'ensemble des candidats afin de ne pas créer de différences d'informations que vous pourriez avoir, dont certains pourraient bénéficier et d'autres désavantagés. Enfin, le principe de la transparence des procédures permet le respect des deux principes précédemment énoncés. Donc la transparence des procédures, notamment par le fait d'avoir des plateformes de dématérialisation tout à fait transparentes. C'est la possibilité également, et c'est même l'obligation de l'acheteur public de motiver ces lettres de rejet. Chaque candidat évincé doit connaître les motifs de son éviction de l'appel d'offres, que ce soit pour irrégularité, que ce soit pour offre inacceptable ou bien pour d'autres motifs. L'acheteur public doit connaître les motifs de son, pardon, l'opérateur économique doit connaître les motifs de son éviction de la procédure. Plus encore, tout intéressé peut librement avoir accès aux éléments communicables du marché public, sous réserve bien entendu de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret des affaires qu'auraient mentionné les opérateurs économiques dans leur mémoire technique. Ces trois principes-là sont des principes à valeur constitutionnelle, ils sont immuables et intemporels, dans le sens où ils existaient bien avant la codification, ils existeront bien après. Donc, ils sont très importants dans le droit de la commande publique, si importants qu'ils sont applicables dès le premier euro dépensé. Très concrètement, on le verra par la suite, notamment grâce à l'intervention de Pierre, vous allez voir que pour certains marchés de faible montant, le formalisme n'est pas clairement exigé. Le formalisme n'est même pas exigé du tout et il est facultatif. Plus vous allez avancer dans la somme, plus la somme sera importante en termes de satisfaction du besoin pour votre marché public, plus le formalisme sera exigé. Cependant, bien que le formalisme n'est pas exigé, ces trois règles-là doivent être toujours respectées. Ces trois principes-là participent à assurer l'efficacité de la commande publique. Donc, avoir le respect de ces trois principes, c'est la garantie d'avoir un achat public juste et efficace, notamment grâce à la bonne utilisation des deniers publics. Un besoin est à satisfaire de la part de l'acheteur public, mais gardons à l'esprit qu'il s'agit des deniers publics. Donc, l'acheteur public devra se comporter en un acheteur diligent, en un acheteur vigilant, ce qui lui permettra de faire bonne utilisation de l'argent du contribuable. Conséquence très pratique du respect de ces trois principes, on sait que l'accès des entreprises locales à la commande publique est un levier important, est un enjeu important pour, d'une part, l'accroissement, pour le développement des territoires, mais également pour celui des startups, des PME et des TPE. Cependant, bien que les petites et moyennes entreprises représentent une part très importante dans le paysage français des entreprises, qu'ils représentent la moitié de l'emploi salarié en France, il est tempéré par certains principes, notamment ce qu'on vient de voir, par d'autres principes qui sont posés par les traités de l'Union européenne, notamment celui de la liberté de circulation des personnes et des capitaux. Donc, l'acheteur public ne pourra pas prévoir expressément le fait de favoriser des entreprises locales pour son marché public. Il n'y a pas de préférence locale pour il n'y a pas de préférence pour les entreprises françaises ou les entreprises locales. Il n'y a pas non plus de préférence pour les startups et les PME. Et il en va de même pour les produits dits Made in France. Cependant, ces principes-là sont à tempérer puisque l'acheteur public a toujours une marge de manœuvre pour pouvoir ouvrir la concurrence et pour pouvoir faire de son marché public un élément de compétitivité de la part des entreprises. Prenons un exemple très concret. On a vu grâce à la loi de climat et résilience que le législateur a imposé à l'acheteur public de prévoir des critères de développement durable, de prise en compte de développement durable.
dans le marché de l'acheteur public, il peut très bien prévoir un critère qui va venir sanctionner les entreprises qui ont des émissions de gaz à effet de serre importantes. Donc forcément, indirectement, cela va favoriser les entreprises qui vont se situer dans le pourtour du lieu d'exécution du marché. Autre moyen d'accroître la compétitivité et la mise en concurrence, c'est le fait d'allotir finement et intelligemment son marché. En prévoyant plusieurs lots dans le marché public, vous avez la possibilité euh, d'ouvrir la concurrence et de prévoir aussi d'autres clauses, telles que celle de n'attribuer qu'un lot par opérateur économique. Un opérateur économique ne pourra pas, une entreprise ne pourra pas remporter plus d'un lot, par exemple. Ça va permettre justement à toutes les entreprises d'avoir toutes leurs chances pour les attributions des lots et d'accroître justement la concurrence et de laisser une place aux startups et aux PME. Un autre exemple très concret, si vous avez un marché de maintenance des bâtiments, par exemple, maintenance des ascenseurs, l'acheteur public pourrait prévoir dans son cahier des charges une exigence de délai d'intervention sous 8 heures, par exemple. Donc forcément, l'objet du marché justifie la rapidité d'exécution pour ce type de prestations-là. Donc forcément, si vous prévoyez des délais d'exécution sous 8 heures, à moins d'avoir des entreprises qui viennent sur le toit de votre bâtiment en hélicoptère, vous n'allez avoir que des entreprises locales et qui se situent dans le pourtour du lieu d'exécution. Ensuite, étape importante qui participe également à la définition du besoin de la part de l'acheteur public, qui est le sourcing ou le sourçage des fournisseurs pour ceux qui sont moins à l'aise avec les anglicismes. Donc, ce sourcing des fournisseurs a plusieurs intérêts, notamment celui d'identifier et de rencontrer les entreprises susceptibles de répondre à son besoin. Il est important pour l'acheteur public de connaître qui il a en face de lui, qui seront les principaux intéressés pour son marché public. Ce sera aussi l'occasion pour lui de connaître, d'avoir un curseur, de placer un curseur sur la résonance que pourrait avoir son marché public, quel est l'intérêt que suscite le besoin à satisfaire. Est-ce qu'il ne s'agit que d'un intérêt que va se partager quelques entreprises qui sont les seuls faiseurs sur le marché, ou bien est-ce que c'est un marché qui va pouvoir susciter l'intérêt de beaucoup plus d'entreprises, et il y aura aussi un intérêt pour l'acheteur public. Savoir à ce moment-là quelle est la charge de travail qu'il va devoir déployer en tant qu'acheteur public. Quel délai il devra prendre en compte pour l'analyse de ses offres. Pour des petites collectivités, recevoir 3 à 4 offres pour son marché public n'est pas la même chose que de recevoir une quinzaine ou une vingtaine d'offres. Donc ça pourra avoir un impact très important en termes de délai, en termes de planning, en termes de début d'exécution envisagé pour le marché public. C'est aussi l'occasion pour l'acheteur public de connaître l'amont industriel, de connaître les produits et les services. Bien que l'acheteur public, pour certains d'entre eux, bien que les acheteurs publics disposent pour certains d'entre eux de techniciens qui connaissent, qui sont faiseurs sur le segment auquel appartient le besoin en question, les réels faiseurs, les réels techniciens sont les opérateurs économiques, sont les entreprises. Donc ça va être l'occasion pour l'acheteur public de jauger la viabilité, la faisabilité économique de son projet. Ça peut être l'occasion pour lui de découvrir d'éventuelles innovations, de nouveaux procédés de fabrication qu'il ne connaissait pas jusqu'alors et qui répondent parfaitement à son besoin. Ça pourrait être l'occasion aussi de jauger un peu l'enveloppe financière, le budget alloué pour cette opération. Est-ce qu'il est raisonnable? Est-ce qu'il y aura besoin de beaucoup plus d'argent pour satisfaire ce besoin-là? Et ça permet également de faire un gain de délai de la part de l'acheteur public. Connaître ces informations assez en amont permet notamment de ne pas déclarer le marché infructueux ou sans suite, parce qu'il n'y aura pas eu les informations nécessaires en amont. Et ça lui permet également de connaître la faisabilité de son offre. Également, on en a discuté tout à l'heure, apprécier la concurrence sur le secteur d'activité considéré. C'est l'occasion pour l'acheteur public de connaître l'amont industriel et les entreprises qui seraient potentiellement intéressées par ce marché-là. Attention toutefois, cette étape-là, comme l'expliquait tout à l'heure Cyril,
Nous sommes dans une phase de sourcing. Le marché n'est pas encore publié. Les échanges, généralement, à cette période-là, se font de manière orale. Ils peuvent être assez volatiles. Ce n'est pas l'occasion de négocier, alors que le marché n'est pas encore publié, alors que peut-être que l'objet même, la procédure choisie, ne permet pas la négociation. C'est aussi un risque de la part des acteurs du sourcing de pouvoir donner des informations qui pourraient fausser la concurrence. Donc il faut être assez précautionneux sur cette étape-là. Donc c'est une étape qui permettra justement de connaître, vous en tant qu'opérateur économique, quelle est la nature du besoin réalisé, quelle est sa faisabilité technique, économique. Ça permet également de se préparer avant la publication de l'appel d'offres, mais ce n'est pas une étape qui va contribuer à la négociation de ce marché-là. C'est une étape clé pour les startups, cette étape-là, parce que c'est là où l'acheteur finalement est le plus ouvert, on va dire, à l'écoute et à l'échange avec les entreprises, hein. Également, c'est l'occasion pour les startups aussi de se mettre à jour en termes de planification des appels d'offres. Et c'est vrai que généralement, les acheteurs publics à cette étape-là vont se tourner vers des salons qui sont plutôt ouverts. Donc ce sera des échanges de proximité, on va dire. Donc il y a un intérêt très important pour les startups de se manifester dès cette étape-là et de ne pas se réveiller après coup. Faut en profiter parce qu'il faut savoir qu'il y a encore 4-5 ans, je crois que le sourcing n'existait pas et l'acheteur public n'avait pas le droit de rencontrer les entreprises en amont. Exactement, exactement. Donc c'est une consécration qui est assez récente au vu de la commande publique. Donc il existait un peu avant le code de la commande publique, mais bon, de mémoire, il y a une dizaine d'années, il n'existait pas. Donc c'est une étape ô combien importante. Le législateur l'a rendu possible justement pour faciliter ces échanges-là et pour également permettre aux startups d'avoir toutes leurs chances dans la réponse aux appels d'offres. Donc, les procédures de marché public sont de trois catégories principales. Donc, vous avez dans un premier temps procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence, que Pierre va nous expliquer. Vous avez les marchés à procédure adaptée qui constituent une part très importante des marchés publics en France. Ensuite, vous avez la procédure formalisée, donc qui, comme son nom l'indique, emporte avec elle un certain nombre de formalismes, des règles plus restrictives en raison du montant engagé pour contractualiser le marché. Donc, très rapidement, pour les marchés inférieurs à 40 000 euros, que ce soit pour les collectivités et l'État et ses établissements publics, la publicité est facultative. Donc, comme évoqué tout à l'heure, bien que la publicité soit facultative et que le formalisme est laissé assez... il y a voilà, il y a une certaine marge de manœuvre qui est laissée pour les acheteurs publics et les opérateurs économiques à ce niveau de la procédure, mais les trois principes fondamentaux doivent toujours être respectés. À côté de ça, entre 40 000 et 90 000 euros, donc vous avez le marché à procédure adaptée qui est subdivisé en deux catégories. Donc de 40 000 à 90 000 euros, que ce soit pour l'État et pour les collectivités, la publicité est libre ou dite adaptée. Donc publicité libre, très concrètement, vous n'avez pas de formalisme en tant que tel qui est imposé. Ça peut être également la possibilité de prévoir une publicité sur le site de la commune, sous réserve toutefois de mentionner certaines informations qui sont nécessaires. Donc vous y trouverez tout de même, en termes d'informations, les éléments essentiels du marché public, la durée par exemple, l'identité de l'acheteur public, le lieu d'exécution, le montant estimé par exemple. Donc ce sont des éléments que vous retrouverez assez facilement dans les avis d'appel public à la concurrence, même s'ils ne sont pas formalisés. Au-dessus de 90 000 euros et jusqu'au seuil de procédure formalisée, la publicité est exigée au BOAMP ou dans un journal d'annonce légale. Donc ce sont des publicités qui sont assez formalisées, où vous avez toutes les informations nécessaires que vous devez renseigner sur les formulaires qui seront disponibles. Donc pour cette catégorie-là, vous vous situez entre 90 000 et 214 000 euros pour les collectivités locales, et de 90 000 à 139 000 euros pardon, pour l'État et ses établissements publics.
Au-delà de ces seuils-là, vous passez en procédure formalisée. Donc cette procédure formalisée vous oblige, vous impose ou impose l'acheteur public à publier au JOIE, c'est-à-dire que vous allez avoir une publicité qui aura un rayonnement européen et au BOMP, pardon. Donc du coup, vous allez avoir une double résonance sur votre publicité, une résonance européenne et également la publicité au niveau national. Pour les acronymes, JOE, c'est Journal officiel de l'Union européenne et BOMP, c'est le bulletin officiel des annonces des marchés publics. Tout à fait. Je vais laisser la main à... Merci Riyad. Alors, donc vous avez pu voir qu'effectivement, qu'en termes de montant, la commande publique fonctionne sur un principe de seuil et un principe de montant. Plus le montant de la commande, c'est-à-dire du projet d'achat, est élevé, plus la complexité est de rigueur. Il y a un seuil qu'il faut absolument pour qu'une entreprise, qu'une start-up retienne, c'est le seuil des 40 000 euros. C'est un seuil qui est un peu particulier parce qu'en dessous de 40 000 euros, un acheteur public peut passer par ce qu'on appelle des procédures simplifiées. Au-dessus de 40 000 euros, ça devient beaucoup plus complexe, comme vous avez pu le voir, parce qu'il doit passer par de la mise en concurrence et aussi lancer des appels d'offres publics. Je rappelle qu'un appel d'offres public, en quelques étapes que Riyad nous a définies, c'est quoi? C'est de faire du sourcing, faire une étude de marché, rédiger un cahier des charges, publier ce cahier des charges sur les supports qui vont bien, donc BOMP ou Journal de l'Union européenne, récupérer les candidatures de manière formalisée, les dépouiller de manière encore plus formalisée et choisir non plus la solution qui leur a préférée, mais la solution qui a eu la meilleure note à la fin du tableau Excel. Donc un choix mathématique finalement. Alors qu'en dessous de 40 000 euros, c'est beaucoup moins formalisé. Donc l'acheteur public se doit de respecter certaines règles qui sont décrites ici. Et pour respecter ces règles-là, il passe par ce qu'on appelle communément la règle des 3 devis. C'est-à-dire qu'il est dans l'obligation de faire 3 demandes de devis à 3 sociétés différentes, A, B et C. Et parmi les 3, il choisit celle qu'il préfère. Il peut travailler la première année avec A, la deuxième année avec A, mais par contre, à partir de la troisième année, on va lui demander de voir si chez B et C, on ne pourrait pas faire la même chose. Et ceci afin de respecter l'équilibre du marché, principalement. J'ai une question. C'est 40 000 euros, en dessous de 39 000 euros, 39 999. Donc la stratégie et la tactique pour vous, c'est que vous devez être en dessous de 40 000 euros. C'est ça, hein, même si... Ouais, effectivement, ouais, il faut qu'au final, le marché que vous allez signer, au final, doit être en dessous de ce seuil-là. Donc, la stratégie, comme l'a dit... exactement. Ouais. il doit apporter la preuve qu'il a fait 3 demandes de devis à 3 sociétés différentes qui sont dans le même domaine d'activité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire une demande de devis, il a besoin d'un logiciel, il ne peut pas faire une demande de devis à un éditeur de logiciel et 2 autres demandes de devis à des plombiers. C'est... Oui, mais qui peut répondre aux mêmes besoins. Donc vous pouvez être innovant et effectivement apporter une valeur ajoutée ou apporter un service d'une certaine manière particulière, mais les 3 devis doivent être faits pour pouvoir... Enfin, il faut que les 3 acteurs qui répondent puissent couvrir le besoin. Donc dans le vôtre, par exemple, hein, c'est celui qui est en train de nous filmer à l'heure actuelle, là, le besoin, c'est quoi? C'est d'apporter, on va dire, une solution permettant de faire de la captation de vidéos et de la rediffuser sur Internet. On est bien d'accord. Donc, malgré que vous soyez innovant, parce que votre logiciel est innovant, qu'il y a de l'intelligence artificielle derrière, que les solutions innovantes que vous proposez, que vous utilisez, sont avant-gardistes, mais vous pouvez quand même utiliser Zoom ou Teams ou d'autres solutions pour faire la même chose, donc qui couvriraient le même besoin. Juste pour revenir sur la question des 3 devis, c'est un principe de précaution qui va venir aussi justifier, dédouaner l'acheteur public du fait qu'il a remis, on appelle ça la remise en concurrence périodique. Donc il ne faut pas que, au bout de, si on s'aperçoit qu'une collectivité, au bout de 20 ans, pour le même besoin, fait appel à la même entreprise, il pourra le justifier, rien ne l'interdit, sous peine de prouver qu'il a régulièrement remis en concurrence périodiquement et qu'à chaque fois c'est la même entreprise qui est sortie gagnante de ces 3 devis-là. Tout dépend de la manière dont a défini son besoin l'acheteur public, mais que ce soit sans allotissement ou avec allotissement, juste le fait de faire les 3 devis
dédouane l'acheteur public d'avoir attribué qu'à une seule entreprise. L'objectif, c'est de mettre l'acheteur en sécurité et qui montre qu'effectivement, il a respecté le code des marchés publics. Voilà. La règle des 3 devis n'est pas une obligation, mais c'est dans le métier, c'est un principe de précaution, un principe qui a été instruit dans le métier de l'acheteur public. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas le droit de faire du saucissonnage. C'est-à-dire que, imaginons que vous ayez un projet que vous avez globalisé, que le montant estimatif lors de la phase de sourcing est de 120 000 euros, bah, vous n'avez pas le droit de le découper en 3 morceaux. Voilà, de moins de 40 000 chacun. Donc ça, c'est illégal. J'en profite juste, Ouais. Pierre, excuse-moi. Chose importante aussi qui rejoint aussi la définition du besoin que j'exprimais tout à l'heure. L'estimation du marché fait partie de la définition du besoin. Donc, premièrement, elle doit se faire hors taxe et elle doit se faire en prenant en compte les conditions de l'exécution maximale du marché. C'est-à-dire l'acheteur public demain ne pourra pas nous dire moi dans mon marché public j'avais prévu une durée de 2 ans et 1 an de reconduction tacite. Bon, la reconduction, c'est pas sûr. Lorsqu'il estime son besoin, lorsqu'il définit son besoin, l'acheteur public doit prendre en compte le montant des 3 ans. Même si au moment de rédiger son cahier des charges, la 3e année ne va peut-être jamais être soulevée. On ne va jamais assister à la 3e année s'il refuse de reconduire le marché. Donc du coup, c'est aussi une technique de saucissonnage que de dire je satisfais mon besoin pour 2 ans et je verrai ensuite dans 2 autres années. Voilà. Donc effectivement, la première fois, il peut contractualiser en fait sur la première période avec une société A, la deuxième sur une société A. À partir de la 3e, bah, il va peut-être devoir, son contrôleur va peut-être lui demander d'aller voir chez B et chez C, quoi. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Alors un petit focus également sur ce qu'on appelle le décret des achats innovants en dessous de 40 000, en fait en dessous de 100 000 euros. Et vous voyez qu'il y a un petit sapin de Noël à côté, tout simplement. Pourquoi? C'est parce que c'est issu d'un décret qui a été voté le 24 décembre 2018. Et il s'agit d'une expérimentation afin de favoriser, on va dire, le mouvement de l'innovation, la French Tech, les startups et le soutien aux PME. Qu'est-ce que dit ce décret? Il dit que le seuil des 40 000 euros que je viens de vous citer, avec toutes ces règles et toute on va dire la souplesse qu'il amène, peut être élevé à 100 000 euros à partir du moment où on est face à une PME, déjà. Une PME, c'est quoi? Je rappelle, ces trois choses. C'est une entreprise qui fait moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 250 personnes et dont le capital n'est pas détenu à moins de 25% par des grands groupes. Donc ça, c'est pour les PME. Et sur l'aspect innovant, alors l'objectif, c'est comment est-ce qu'on définit une innovation? Et ça, c'est la question à 10 000 $. Et ben, la technique du faisceau d'indices qui a été mise en place par les différents acheteurs de l'État et notamment la DEA, vous pouvez la retrouver dans un document. Si vous tapez sur Google guide des achats innovants, donc vous allez tomber sur un document PDF qui vous décrit toutes les solutions, on va dire, pour un acheteur public pour acheter de l'innovation. Et à la page 7 de ce document, vous allez retrouver une technique que l'on appelle la technique du faisceau d'indices, permettant à un acheteur public de qualifier une solution qui est face à lui, de la qualifier comme innovante ou pas. Donc vous pourrez aborder cette solution si vous avez des questions un tout petit peu plus tard là-dessus. Donc le décret des 100 000 euros a été mis en place de manière expérimentale pour une durée de 3 ans. Donc si vous faites bien les calculs, le 24 décembre 2018, plus 3 ans, on arrive au 24 décembre 2021. Donc dans quelques mois, dans quelques semaines, on arrivera à la fin de cette expérimentation. L'État est actuellement en train de faire le bilan, à savoir si ce décret a été bien utilisé ou pas, et voir s'il souhaite le renouveler ou pas pour une période soit définie encore de 2-3 ans ou de manière indéterminée. Donc ce décret dit de Noël des achats innovants va prendre fin dans quelques temps. Donc vous avez encore le temps de l'utiliser dans votre sens. Alors, le retour d'expérience sur le décret des achats innovants. Donc voilà, vous avez quelques chiffres devant vous. Donc je ne vais pas les détailler non plus. 71% des acheteurs publics connaissent ce dispositif. Quand je dis ça, c'est qu'il en reste quand même une trentaine de pourcents qui ne le connaissent pas. Quand je dis ça, c'est qu'ils n'ont peut-être jamais entendu parler, voire même jamais appliqué.
Donc uniquement, voilà, quand je dis uniquement, c'est 26% des acheteurs publics envisagent de l'utiliser, ce qui veut dire qu'il y a encore moins d'acheteurs qui l'ont utilisé jusqu'à présent. C'est à vous, entreprise innovante, PME innovante, de la faire connaître auprès de vos acheteurs. Vous vous retrouvez devant face à un acheteur, il faut lui rappeler qu'il peut utiliser cette procédure et ce décret. Et c'est aussi à vous de le sécuriser sur le fait qu'en passant par vous, il puisse passer par cette procédure, notamment en le rassurant sur le fait que vous êtes bien une PME, lui prouver que vous êtes une PME avec les chiffres qui vont bien, et lui prouver que vous êtes bien une solution innovante parce que vous répondez à certains critères, notamment les critères qui sont définis dans la technique du faisceau d'indices. Les critères, c'est quoi? C'est voilà, je suis une start-up, j'existe depuis moins de 7 ans, je suis jeune entreprise innovante, je fais du crédit d'impôt recherche, j'ai quelques brevets, voilà, j'ai 20% de mon chiffre d'affaires qui est dédié à la R&D et j'ai une batterie d'ingénieurs ou de doctorants qui travaillent constamment au développement de ma solution. Donc c'est à travers ce type de questions que l'on peut prouver pour une entreprise, pour une start-up, que l'on est une entreprise innovante. Donc le bilan, voilà, l'État est actuellement en train de faire le bilan et on saura d'ici quelques semaines si ce décret a été bien utilisé ou pas. Donc les résultats, je ne vous cache pas, sont actuellement un peu mitigés parce qu'ils s'attendaient à être utilisés de manière un peu plus importante. Sauf que ce que j'ai l'habitude de dire, voilà, ça fait que 3 ans qu'on l'a mis en place. Une loi, il faut quelques années quand même pour en prendre connaissance, se l'approprier et l'utiliser. Donc finalement, ce délai-là, on arrive aux 3 années. Et puis je vois mal, effectivement, ça c'est mon jugement personnel, hein, l'État retirer une loi de soutien aux entreprises et au soutien aux startups lorsqu'ils sont en année électorale. Donc j'espère et je croise les doigts pour que ce décret sera renouvelé. Ryan? Alors, en tant qu'opérateur économique, en tant que start-up, c'est vrai que lorsqu'on parle de marché public, très souvent, la question qui revient, c'est où chercher l'information. Comment je suis au courant si un éventuel appel d'offres, un éventuel marché public est en phase de consultation et qu'il pourrait m'intéresser. Donc vous avez pour ça différentes plateformes de marché public. La première qui est celle dont nous a parlé tout à l'heure Cyril, qui est la plateforme des achats de l'État, Place. Donc sur cette plateforme-là, vous allez trouver tous les appels d'offres, tous les marchés publics, toutes les consultations lancées par l'État en administration centrale, Cyril en a mentionné tout à l'heure, et aussi en services déconcentrés. C'est aussi la plateforme que vont utiliser les ministères et les différents établissements publics. Vous avez ensuite des portails de dématérialisation par région, celui de la région Île-de-France, Maximilien, qui est celui qui est utilisé par l'UGAP depuis maintenant quelques temps. Et voilà, vous avez à chaque région, vous allez avoir différents portails de dématérialisation, celui de la région Grand Est, l'apogée. Et à côté de ça, vous allez avoir des portails gérés par des prestataires privés, donc les plus connus, achats publics, e-marché public, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez trouver aussi parfois des collectivités qui vont mutualiser leurs efforts pour créer des plateformes de dématérialisation. Donc vous pouvez avoir aussi des différentes plateformes de dématérialisation gérées par les collectivités, mais qui seront recoupées sous ces 3 volets-là. Vous avez sur les sites internet des collectivités, vous avez très souvent, pour ne pas dire tout le temps, un petit onglet marché public sur le site de la collectivité. Quand vous cliquez sur le lien marché public, cela vous dirige vers la plateforme, ce qu'on appelle le profil acheteur de la collectivité. Et vous allez avoir accès, voilà, ça peut vous renvoyer sur les plateformes qu'évoquait Riyad, mais voilà, vous avez accès à toutes les procédures en cours, vous avez aussi accès à un certain nombre d'informations sur les procédures qui ont été attribuées, sur les marchés attribués, avec l'attributaire, avec la durée. Ça peut aussi vous permettre, vous, de vous dire, voilà, j'ai raté peut-être le coche cette fois-ci, mais je sais que dans 2 ans,
je me mets une alerte, je sais que le marché dure 2 ans, 2 ans et 6 mois avant, je fais attention au renouvellement du marché pour essayer de le capter la prochaine fois. Donc voilà, il y a beaucoup avec ce qu'on appelle l'open data. Les collectivités ont été contraintes, on peut le dire, hein, à mettre de plus en plus d'informations à disposition des usagers des entreprises. Donc il y a vraiment une mine d'informations pour vous sur ces sites internet et sur ces plateformes. Mais c'est des projets en général au-dessus de 40 000 euros. Oui, effectivement. Donc, généralement, c'est au-dessus de 40 000 euros parce que c'est vrai qu'en dessous de 40 000 euros, les collectivités font pas toujours le choix de prévoir directement sur leur site ou sur les plateformes de dématérialisation, mais pas forcément. Bien entendu, il y a rien n'oblige ou rien n'empêche les collectivités à publier des marchés dont la valeur estimée est en dessous des 40 000 euros. Et si vous avez encore moins le temps et que vous n'avez pas le temps effectivement d'aller vers ce type de plateforme et de les scruter une par une, il y a des sociétés privées dont je ne vais pas faire la publicité aujourd'hui, dont c'est le métier, mais qui vous font payer derrière la prestation. Merci Pierre. Ou bien vous avez une autre possibilité également, c'est de créer des alertes automatisées sur ces plateformes-là. Donc c'est assez intuitif. Donc sur ces plateformes-là, vous avez la possibilité de créer des alertes. Si vous êtes sur un secteur, je dis au hasard, c'est le secteur de l'assainissement, vous pouvez mettre comme mot-clé assainissement, vous recevrez des alertes à chaque fois qu'une consultation sera lancée qui comprendra ce mot-clé. Et ces plateformes de dématérialisation seront l'occasion aussi et l'obligation même pour vous de déposer vos offres dessus. Donc depuis la dématérialisation des marchés publics, les plis papier ne sont plus autorisés. Donc c'est l'occasion pour les entreprises de découvrir ces plateformes-là, de déposer leurs offres dessus, bien entendu avant la date limite de dépôt des offres. Et à côté de ça, vous avez également d'autres éléments où vous pouvez retrouver les informations. On en a parlé un peu plus tôt. Le bulletin officiel des annonces des marchés publics, donc le BOAMP, ou différents sites spécialisés, le Moniteur ou d'autres journaux d'annonces légales. Merci Riyad. On vous a parlé beaucoup d'achats publics, d'acheteurs publics. On n'a pas parlé encore de l'UGAP, mais c'est pas l'objectif de parler de l'UGAP. Mais nous sommes également un acheteur public et un acteur un petit peu particulier, puisque voilà, en fait, nous achetons pour revendre à nos différents clients. Alors voilà, on va juste vous présenter l'UGAP rapidement pour que vous ayez une idée un petit peu plus précise de notre activité. Nous sommes effectivement une centrale d'achat public au sens de la commande publique. Donc, finalement, l'intérêt pour un client ou l'intérêt pour un fournisseur de passer par l'UGAP, cet intérêt en fait existe pour les fournisseurs et pour les clients. Pour les clients très directement, le fait de passer par l'UGAP, ça les dispense de toutes les procédures qu'on a parlé jusque-là. Puisqu'en fait, nous avons fait la procédure en lieu et place de nos clients. C'est nous qui avons porté la procédure, c'est nous qui avons publié le marché, c'est nous qui avons fait le sourcing auparavant, et c'est nous qui notifions le marché auprès de nos titulaires. Donc voilà, le client qui passe par l'UGAP est dispensé de ces obligations de publicité de mise en concurrence. L'intérêt pour le fournisseur d'être à l'UGAP, c'est qu'il a potentiellement nos 22 000 clients actifs à disposition pour vendre ces solutions. Je l'ai dit, pour pouvoir dispenser nos clients de ces procédures, c'est bien parce que nous l'avons fait. Donc on respecte le code de la commande publique pour tous nos marchés. Tout ce qui est disponible aujourd'hui sur ugap.fr ou dans nos catalogues, c'est bien issu de procédures d'appel d'offres formalisées avec des marchés notifiés. On est la seule centrale d'achat public généraliste en France. Tout à l'heure, j'évoquais 2 autres centrales d'achat qui sont spécialisées plutôt sur le domaine hospitalier. Nous sommes la seule aujourd'hui qui opère sur les trois fonctions publiques. On opère dans un contexte concurrentiel. Nous sommes un établissement public industriel et commercial. Nous n'avons pas de subvention, il n'y a aucun monopole, il n'y a aucune obligation pour un client, qu'il soit État hospitalier ou collectivité, de passer par l'UGAP. Ça reste vraiment les clients, enfin les collectivités, les acheteurs publics restent libres de recourir ou non à l'établissement. Et effectivement, nous ne sommes pas subventionnés par l'État. L'UGAP, en fait, son mode de fonctionnement, c'est
le prélèvement d'un taux de marge entre la vente et l'achat sur nos marchés. Je vous ai dit ce que l'UGAP était. On préfère toujours aussi préciser ce que l'UGAP n'est pas. Donc nous ne sommes pas un acteur qui référence les entreprises, parce que quand on entend le mot centrale d'achat privée, en général, on a l'impression qu'on va aller présenter notre catalogue et qu'on négocie un prix et ensuite on est référencé. Ça marche comme ça dans le privé. Nous, ce n'est pas le cas, je vous l'ai expliqué. Il faut absolument qu'on a le filtre de la commande publique et du marché public qui existe. Donc en fait, on ne référence pas les entreprises. Elles deviennent titulaires de marché. Et on référence des produits et des services qui ont fait l'objet de la publicité et de la mise en concurrence. Ici, vous avez la représentation finalement de notre activité. En 2020, je ne vais pas vous détailler tous les chiffres, hein, mais voilà, on opère sur 5 grands secteurs: les véhicules, l'informatique, le mobilier équipement général, les services et le secteur médical. C'était en 2020, l'UGAP c'était 4 658 millions d'euros de commandes enregistrées. Et donc nous opérons, vous le voyez, en grande partie pour les collectivités territoriales. C'est le premier secteur de clientèle à l'UGAP. Et puis ensuite, on va retrouver l'État, ses opérateurs et le secteur hospitalier. La question que vous vous posez peut-être maintenant, c'est comment est-ce que l'on peut accéder, comment est-ce qu'on peut être présent à l'UGAP? Effectivement, la question à 10 000 $, comment est-ce que je fais pour rentrer au catalogue de l'UGAP? Eh ben, il y a deux façons de rentrer au catalogue de l'UGAP. La première façon, qui est la voie royale, c'est de gagner un appel d'offres que l'UGAP a lancé. Et on en lance très régulièrement sur tous les domaines d'activité sur lesquels on travaille. Et lorsqu'une société gagne un appel d'offres de l'UGAP, elle devient titulaire d'un marché, elle devient fournisseur de rang 1, et donc j'insiste sur le terme de rang 1, et elle a l'exclusivité de ce marché pendant une durée de 3 à 4 ans. Elle ne gagne pas directement du chiffre d'affaires, mais elle gagne une place dans un catalogue. Et c'est les clients de l'UGAP, donc toutes les collectivités territoriales ou tous les hôpitaux ou tous les ministères qui sont clients derrière, qui viennent piocher dans ce catalogue le produit qu'ils souhaitent acheter directement. La deuxième façon d'être présent au catalogue de l'UGAP, ça c'est un peu plus anecdotique, c'est d'être présent en rang 2, derrière un rang 1. Soit en étant intégré, sous-traité ou en distribution. Alors, quelle est la différence entre les trois? Voilà, l'intégration, c'est quoi? Voilà, on travaille régulièrement avec des ordinateurs de la marque Lenovo. Dedans, il y a des processeurs Intel. Intel est présent en rang 2 au catalogue de l'UGAP parce qu'il est intégré dans un produit commercialisé par rang 1. Intel n'a pas gagné d'appel d'offres de l'UGAP. C'est exactement la même chose que pour les essuie-glaces de la marque Valeo que vous pouvez retrouver sur les Renault Clio. Donc on achète des Renault, des Clio chez Renault, qui est titulaire du marché, hein, et Valeo est intégré, et donc en rang 2, intégré aux produits commercialisés par Renault. Donc ça c'est pour l'intégration. La sous-traitance, ça concerne exclusivement les prestations de services et prestations intellectuelles. Je donne un exemple. Voilà, je suis une mairie au fin fond de la Creuse. J'ai besoin de prestations, par exemple, de gardiennage. Je n'ai pas envie de monter un appel d'offres, donc je fais appel à l'UGAP pour savoir est-ce que vous avez des prestations de ce type-là à me proposer. Oui, on a des prestations à vous proposer de gardiennage. Le titulaire de marché se trouve, par exemple, être la société Honnête. Si Honnête a des salariés d'Honnête à faire valoir sur votre mairie, eh ben, il n'y a pas de sujet. Donc c'est Honnête qui fera la prestation. Par contre, si Honnête n'a pas de société, de salariés à proposer, bah, ils pourront faire appel éventuellement à un sous-traitant qui fera la prestation pour le compte de tiers. Ça, c'est pour la sous-traitance. Donc la distribution, ça concerne certains marchés spécifiquement à l'UGAP, comme par exemple pour les marchés de logiciels ou encore les marchés de produits de bureautique. Si on prend les logiciels, par exemple, voilà, on a un marché que l'on appelle chez nous le marché multi-éditeur, dans lequel on retrouve un catalogue d'environ 3000 éditeurs de logiciels. Le marché est détenu par une société qui s'appelle SCC, donc qui est un gros distributeur informatique, et qui est titulaire de ce marché. Et SCC distribue pour nous ce catalogue de 3000 éditeurs, dans lequel on peut retrouver des logiciels divers et variés, comme par exemple celui de Feu Citizen, CAM. Voilà, un petit clin d'œil au Grand Est. Alors, qu'est-ce que viennent chercher les clients chez nous et les entreprises qui souhaitent rentrer dans le catalogue? Alors la première chose déjà pour
pour schématiser un peu tout ça, hein, vous avez bien compris que la commande publique, c'est quelque chose de très complexe. Un appel d'offres, c'est la grosse montagne que vous devez gravir pour atteindre votre prospect, le client public, qui est de l'autre côté, avec toute la complexité administrative que ça peut amener. L'UGAP, on est le petit tunnel qui passe sous la montagne, qui permet d'aller plus vite, plus rapidement et de manière plus sécurisée à la rencontre de votre client. Donc les entreprises qui viennent à l'UGAP, c'est parce qu'elles recherchent un vecteur facilité d'accès à la commande publique. Et inversement, nos clients viennent chercher quoi à l'UGAP? Ils viennent chercher de la simplicité et de la sécurité. Simplicité dans l'acte d'achat, parce que je le rappelle, en passant par l'UGAP, peu importe le montant, le processus d'achat à l'UGAP, il est toujours le même. J'ai besoin d'un produit ou d'un service. Je regarde dans le catalogue de l'UGAP, soit sur le site internet, soit sur le catalogue papier, si le produit ou service existe. S'il existe, banco, qu'est-ce que je fais? Je décroche mon téléphone, j'appelle mon commercial UGAP, je lui demande un devis, je reçois le devis, je mets un coup de tampon, une signature, un bon pour accord, et puis la vente, elle est faite. C'est aussi simple que ça. Par contre, si le produit n'est pas au catalogue de l'UGAP, l'acheteur public va être un peu plus embêté, parce qu'il va devoir peut-être monter sa propre procédure d'appel d'offres. Et là, une procédure d'appel d'offres, c'est des semaines, des mois, voire des années de boulot, avec tout le coût que ça peut induire derrière. Donc, si vous avez lu entre les lignes tout à l'heure dans la description de ce qu'a fait Riyad, un acheteur public, parfois, comme c'est très complexe d'acheter un produit ou un service, parfois il fait pas l'impasse sur son besoin, malheureusement. Et donc, s'il trouve son bonheur au catalogue UGAP, il achète ça comme s'il était sur Amazon. Et un petit clin d'œil pour Amazon, pourquoi? C'est parce qu'on est en train d'évoluer, de muter nous-mêmes vers de l'innovation en termes de distribution, et on va aller vers des modèles de plus en plus simplifiés. Ils cherchent aussi de la sécurité. Quand je dis de la sécurité, c'est que voilà, l'UGAP, c'est quoi? C'est 70 acheteurs, c'est une quinzaine, vingtaine de juristes qui sont là pour sécuriser l'acte d'achat et sécuriser les procédures d'appel d'offres en amont. Donc, en achetant par l'UGAP, un acheteur public retrouve de la sécurité dans son acte d'achat, c'est-à-dire que c'est pas lui sur lequel on tapera sur les mains s'il y a eu une erreur à un moment donné dans sa procédure. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, les avantages du secteur public. Donc là, vous avez compris que l'UGAP est un acteur particulier, mais qui se retrouve dans un écosystème qui est celui de la commande publique en général. Je suis d'accord avec vous, la commande publique, ça peut paraître compliqué, long et fastidieux. Par contre, il y a des avantages derrière qui viennent en compensation. Les avantages, c'est quoi? C'est des cycles on est d'accord, des cycles d'achat qui peuvent pas être longs, hein, mais par contre, ce sont parfois des commandes qui sont plutôt assurées. Les acheteurs publics sont plutôt stables et bons payeurs. Quand je dis plutôt stable, c'est que même en période de confinement, pandémie, comme on a pu le connaître depuis les 18 derniers mois, les acheteurs publics ont continué à acheter. Et ceci parfois sous l'impulsion de l'État, sous l'impulsion des politiques qui ont dit que pour soutenir l'économie, soutenir les PME, soutenir les startups, il fallait que la commande publique se montre exemplaire dans ce domaine-là et achète, et continue d'acheter. Et puis des projets de stratégique d'intérêt public, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il y a beaucoup d'argent. C'est un marché qui est extrêmement large. Quand je dis ça, c'est que les dépenses publiques par an, c'est 200 milliards. Sur la commande publique et les sujets qui intéressent le périmètre plus ou moins de l'UGAP, si on enlève tout ce qui est bâtiment, construction de routes ou de gros chantiers, on se retrouve sur un périmètre qui fait environ 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, il y a de quoi faire. Bonjour, merci. Donc en fait, moi, la question que je posais, c'est pour les startups, pour le coup, qui sont sur la partie innovante et sur les appels d'offres où finalement, de ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, c'est plutôt du ménage ou du BTP ou des secteurs plutôt généraux. Est-ce que sur la partie innovante, vous y êtes aussi en fait avec l'UGAP et est-ce que derrière, pour nous, startups nouvelles et innovantes, on a un accès directement chez vous? Alors, vous n'avez pas d'accès direct, mais vous avez des accès privilégiés et une écoute parfois plus attentive de la part de différents acteurs qui sont sensibilisés à l'innovation et au soutien à l'économie locale.
l'UGAP, par exemple, fait 140 millions d'euros par an d'achats vers des sociétés dites sociétés innovantes sur des produits innovants. Nous, on essaye d'être le plus startup friendly possible. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui et qu'on a fait le chemin depuis Paris pour venir à votre rencontre. C'est justement pour vous écouter et vous dire que la commande publique, déjà, vous pouvez y accéder, hein, et nous, on peut vous aider. Et quand on dit nous, c'est à la fois l'UGAP, mais également tout l'écosystème, on va dire, de l'achat public qui se doit d'avoir une oreille attentive à des entreprises telles que vous. Très bien, je vous remercie. Donc il y a des procédures qui existent. Donc là, je vous invite à vous connecter sur Google et de taper guide des achats innovants publics. Et vous allez voir que l'État a mis en place plein de dispositifs pour privilégier l'achat de solutions innovantes, avec plein de décrets. Mais bon, comme on est soumis au Code des marchés publics, eh ben, il faut qu'on respecte certaines règles, hein. Mais plus vous, on va dire, plus vous manipulerez bien et serez, on va dire, au fait de ces subtilités administratives et juridiques, et plus vous pourrez, on va dire, développer du chiffre d'affaires avec l'État si vous êtes une société innovante. Ok, merci beaucoup. On peut continuer les questions parce que j'ai une question aussi. Ah ben, on y va. Ou peut-être vous Je pense que c'est la dernière slide. De toute façon, la question de la slide, c'est... Ouais. On avait justement, enfin, le slide était, enfin, la présentation Bah, était laissez- terminée. Simplement, vous précisez que pour répondre aux questions qui n'auront pas pu être posées aujourd'hui, si vous êtes une start-up qui avait des questions sur la commande publique et que vous souhaitez avoir des conseils, dans le cadre du partenariat UGAP avec la French Tech, nous sommes à disposition et je suis à disposition pour voilà, vous accorder des créneaux en présentiel, en distanciel, pour vous donner quelques conseils, regarder avec vous les solutions que vous avez à proposer, et puis vous indiquer le meilleur chemin pour faire de la commande publique. Et c'est voilà, ce ne sera pas la conclusion, mais c'est presque pour faire de la commande publique un levier de développement. C'était le titre de notre intervention. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur c'est Synbird, hein, je crois, la plateforme pour les entreprises, pour qu'elles puissent prendre rendez-vous avec nous, et on pourra envisager et vous donner quelques conseils, quelques clés. Voilà, on a quelques succès, hein, qui ont été regardez une dernière, il y a une vidéo qui a été postée cette semaine sur la French Tech Centrale, une start-up qui a décroché 3 ou 4 contrats publics. Alors, pas que grâce à Pierre, mais Pierre a donné un certain nombre de conseils, et voilà, elle soulignait le fait que les conseils qui avaient été donnés étaient précieux, lui avaient permis de récupérer de la commande publique. Donc c'est dans cette optique-là aussi qu'on fait ces conférences. Voilà. Pas forcément pour avoir systématiquement un contrat avec l'UGAP, j'allais dire, ça serait plutôt l'exception. Mais voilà, vous donnez les clés pour accéder à d'autres acteurs publics. Je vous écoute pour la question du coup. Alors oui, merci, mais ça répond quasiment à ma question. C'était justement quand il y a des startups qui ont une solution qui est clairement identifiée pour un marché public, est-ce qu'elles peuvent bénéficier justement de conseils clés justement de comportement, parce que vous avez bien précisé tout à l'heure que s'adresser à des institutions publiques, en plus selon la personne avec qui elles sont en interlocution, il y a un langage particulier à adopter. Et donc j'imagine que dans ce sens, vous accompagnez les startups aussi pour aborder les structures publiques. C'est ça, exactement. On les conseille sur la façon de présenter leurs solutions. On peut leur donner un certain nombre d'interlocuteurs, de coordonnées aussi, hein. Tout à l'heure, je parlais de la plateforme régionale des achats de l'État. Nous sommes en lien assez régulier avec elle, et nous pouvons mettre en face les acheteurs de l'État qui auraient un besoin identifié sur le domaine d'activité de la start-up. Voilà, on fait du lien, on fait du réseau aussi. C'est aussi ça l'objectif de ce partenariat avec vous. Ouais. Merci. Et moi, j'ai une dernière question. Après, je laisserai. Si tout à l'heure, on a bien précisé qu'il y a quand même une règle qui dit qu'il ne doit pas y avoir de préférence ou... alors, je ne sais plus comment ça a été exprimé. Voilà, pas de préférence exactement. locale. Exactement. Sur les Mais achats. justement, quand on est dans l'univers local, par exemple, des French Tech, des startups, c'est vrai que les territoires aussi, ils aiment bien valoriser les boîtes qui sont sur leur territoire. Donc, justement, en fait, dans la commande publique, quel est un levier peut-être pour faire en sorte de bosser avec une boîte locale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe?
Alors, très concrètement, on ne pourra pas expliquer dans une procédure que l'on veut l'entreprise qui est à côté ou dans les 10 km autour de chez soi. Par contre, Ryan l'évoquait tout à l'heure, c'est plutôt sur les critères environnementaux, les critères, oui, les critères environnementaux comment dire, importants en termes de pondération pour choisir l'entreprise qui permettront de récupérer plutôt des entreprises locales. Soit sur la rapidité d'exécution, soit sur effectivement le bilan carbone de l'entreprise, c'est-à-dire que si l'entreprise doit faire 500 km pour venir apporter la solution, son bilan carbone sera moins bon que l'entreprise locale. Donc, enfin voilà, il y a ces, je pourrais dire bidouilles, mais c'est pas tout à fait le terme, hein, mais voilà, ces stratégies qui permettent d'essayer de donner plus de chance aux entreprises de proximité. Merci. Oui, mais il n'a pas voulu. J'ai essayé de lui donner le micro. C'est toujours un sujet délicat. Non, bah c'est exactement ce que disait Cyril. C'est voilà, on le dit juridiquement parlant, on va attirer les entreprises grâce à une mise en concurrence qui sera beaucoup plus large. Et forcément, c'est vrai que quand on parle de commande publique, on va avoir dans un premier temps les grosses entreprises qui sont plutôt habituées au rouage des marchés publics qui vont venir répondre à nos appels d'offres. Et c'est pour ça que ces critères, ces éléments qui nous permettent de favoriser des entreprises qui, même s'ils ne font pas 300 000 euros de chiffre d'affaires par an, pourront avoir d'autres choses à faire valoir, notamment leur prise en compte du développement durable. Et c'est grâce à ces éléments-là qu'on va vouloir favoriser des petites entreprises qui, bien que elles ne soient pas de gros faiseurs sur le segment, mais pourraient avoir d'autres choses à faire valoir, notamment leur empreinte écologique. Alors moi j'ai juste une petite question sur les structures qui agrègent les achats. Du coup vous avez parlé que ça existait dans les gros domaines comme du coup les hôpitaux, le domaine de la santé. Je voulais savoir est-ce que ça existe sur des domaines un peu plus de niche comme le tourisme, comment dire, la- les agences d'attraction, etc. Ou voilà ça reste vraiment sur les gros domaines comme l'éducation et la santé qui sont des domaines d'État. Ça va rester effectivement sur ce que vous appelez les gros domaines. Le tourisme, par exemple, c'est une compétence qui revient donc à différentes structures qui n'ont pas forcément de lien juridique entre elles. Ça peut être la région avec les comités régionaux de tourisme qui existent. C'était avant une compétence qui appartenait au département et maintenant c'est remonté au niveau de la région. Donc si vous avez des choses qui sont en lien avec le tourisme, il faut absolument que vous rencontriez ces comités régionaux de tourisme. Et puis après, il n'y a pas d'agrégation, à ma connaissance, d'office du tourisme ou de choses comme ça. Ça va rester, j'allais dire, malheureusement pour vous, un petit peu plus long et laborieux parce qu'il va falloir aller faire le porte-à-porte puisque chaque collectivité va avoir son propre office du tourisme. La seule, voilà, sur cette partie-là, régionalement, moi, à ma connaissance, il n'y a que le comité régional du tourisme, mais ça peut être une porte d'entrée, peut-être attaquée par ce CRT, comité régional du tourisme, et ensuite peut-être que, j'imagine, il y a peut-être des réunions qui sont organisées entre ce CRT et les offices du tourisme plus municipaux, enfin voilà, donc ça peut être une clé d'entrée pour vous. Et si on peut considérer les centrales d'achat comme des agrégateurs, l'UGAP, on est un agrégateur nous-mêmes, donc une centrale d'achat, mais il existe d'autres centrales d'achat, soit par zone géographique, soit par domaine d'activité, hein. Donc, zone géographique, il faut savoir que la région PACA, la région Île-de-France, certaines régions ont monté leur centrale d'achat. Et par zone, par domaine d'activité, ben, on l'a cité tout à l'heure, nos confrères d'UNIACHA et de RESA qui sont dans le domaine de la santé, mais il existe aussi des plateformes, enfin des centrales d'achat dans le domaine par exemple des transports publics. Donc les centrales d'achat peuvent être une forme d'agrégateur. D'accord, merci beaucoup. Plus de questions? Non. On vérifie si des questions sont arrivées en ligne. Bien. Eh
ben, écoutez, merci beaucoup. Enfin, j'espère que vous ressortez de cette séance avec une idée un petit peu plus précise et puis quelques clés d'entrée. Je vous l'ai dit, je reste à votre disposition sur des prochains rendez-vous que vous souhaiteriez que l'on fasse pour aborder vos cas peut-être un petit peu plus personnels. Donc voilà, merci à tous pour votre attention. Victoria, vous voulez clôturer? Non, pas spécialement. Non. Merci beaucoup à vous d'avoir fait cette intervention, de vous être déplacé surtout. On transmettra bien vos coordonnées pour justement l'accompagnement précis de l'UGAP pour Parfait. les achats innovants et les Merci commandes beaucoup. publiques. Merci beaucoup. Merci.